Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous toutes et tous, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, cet après-midi, des entretiens de Royaumont vont me permettre d'évoquer le travail parlementaire qui est fait au Parlement français. Ce matin, mon collègue espagnol a donné la position du Parlement espagnol et comme nous avons balayé beaucoup de sujets ce matin, eh bien, mon intervention sera l'occasion d'une petite révision. Nous allons revenir sur des sujets évoqués ce matin par différentes interventions. La question énergétique, qui est au programme, est devenue une question essentielle, vitale, depuis l'avènement de la civilisation industrielle. Le bois, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, l'électricité ont à tour de rôle et selon les lieux occupé une position dominante. Toutes ces sources d'énergie sont encore aujourd'hui utilisées simultanément. Il convient d'y ajouter les énergies renouvelables, qui sont en réalité des énergies très anciennes, le vent, le soleil, dont on veut systématiser, organiser l'utilisation. Je voudrais, pendant ces quelques minutes, évoquer des rapports parlementaires que j'ai la plupart du temps réalisés en binôme, PS-UMP, même si le mot est maintenant historique, disons entre les deux pôles d'une assemblée démocratique, la droite et la gauche, avec des députés ou sénateurs. Je veux évoquer Jean-Claude Lenoir, Claude Biraud, Bruno Sido ou André Schneider, avec qui j'ai co-signé un certain nombre de rapports. Et je veux balayer les sujets que nous avons étudiés au Parlement français. D'abord, le nucléaire, problème central qui occupe en France une position originale. Ce matin, Philippe Varin l'a souligné, nous avons 75 à 80% de la part de l'électricité nationale fournie par les centrales nucléaires. Cette industrie est aujourd'hui arrivée à maturité. Elle est historique, elle a été initiée dans le temps, sous la 4e République, avec notamment Pierre Mendès France. Je veux le rappeler à chaque fois, amplifié de façon décisive par le général de Gaulle et continué sous tous les gouvernements de droite et de gauche avec des hauts et des bas dans les discours, mais une continuité dans les faits et dans la pratique. La grande réussite de la filière française est le choix du retraitement auquel les Américains avaient finalement renoncé. Le réacteur REP, 900 MW en est le type, c'est la déclinaison la plus connue, c'est au fond une déclinaison inspirée de la technologie américaine de Westinghouse. C'est le plus courant dans notre système, il fonctionne aujourd'hui encore très bien, il a été largement exporté dans le monde entier. Vous vous rendez en Chine ou en Afrique du Sud, vous retrouvez à peu près les réacteurs que l'on trouve dans nos centrales françaises à Gravelines, près de chez moi, ou ailleurs dans les 57 ou 58 centrales, une quasi-totalité est sur ce modèle. Aujourd'hui, des problèmes se posent pour notre filière nucléaire française, sont en cours de solution pour certains. L'EPR de Flamanville est un modèle du futur, très lourd, résultant à son origine des exigences de conception allemande. Ce sont les Allemands qui étaient copropriétaires de l'EPR qui ont fait des exigences de sûreté qui sont aujourd'hui très difficiles à respecter. Il se construit, ce réacteur, normalement en Chine et subit des ralentissements dans sa construction à Flamanville, je le disais, et en Finlande. Il y a quelques obstacles, quelques soucis, quelques inquiétudes.
Je suis convaincu que nous triompherons de ces obstacles. Mais l'avenir est peut-être une déclinaison plus modeste, l'ATMEA, aujourd'hui étudiée, conçue avec les Japonais de Mitsubishi. Un autre sujet de débat en France porte sur la durée de vie des centrales. Elles ont été annoncées avec prudence par EDF à 30 ans de vie. Et après les autorisations données par l'ASN, elles peuvent aujourd'hui, pour un certain nombre, fonctionner jusqu'à 40 ans, et pourquoi pas jusqu'à 50 ans, comme c'est le cas aux États-Unis, puisqu'elles peuvent continuer à fonctionner dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il serait absurde, à mon sens, d'arrêter des centrales en état de fonctionnement pour des raisons politiques. On peut concevoir d'arrêter une centrale qui n'est pas sûre, qui relève des inquiétudes, mais arrêter une centrale au niveau politique pour satisfaire telle ou telle tendance ou tel parti est une injure à notre capacité industrielle et technique. La raison du fonctionnement ou de l'arrêt d'une centrale doit être avant tout industrielle et technique. On n'a pas évoqué ce matin, dans notre grand balayage, le dossier des déchets nucléaires, qui font l'objet de mensonges réguliers. Tous les mois, on va dire en moyenne, on voit affirmer dans la presse qu'il n'y a pas de solution au problème des déchets nucléaires, qu'ils s'accumulent et qu'on ne saurait qu'en faire. C'est un véritable mensonge. Notre pays a un plan de gestion des déchets nucléaires qui n'est pas nouveau. Votre serviteur sait de quoi il parle, puisque je suis à l'origine de la loi de 91, qui par étapes se développe et aboutira, j'en suis persuadé, dans les années qui viennent, à une solution pour le stockage profond de ces déchets. Je veux indiquer que la France, avec cette nouveauté, innovera, puisque jusqu'alors, personne dans le monde n'a réussi à développer un plan de stockage. Les Américains qui ont refusé le retraitement butent sur cette affaire et d'ailleurs se détournent, je le regrette, de l'énergie nucléaire parce qu'ils ont, nous y reviendrons, avec le gaz de schiste et le pétrole de schiste, une réponse autre. La France a des solutions et ces solutions vont se développer. Si tout se déroule selon le programme prévu, le centre de stockage dit CIGEO, construit dans l'est de la France, accueillera les déchets à haute activité, déjà produits à produire, pendant plus d'un siècle, c'est-à-dire sans doute de 2020-2025 à un moment que, à l'échelle de nos modestes vies, nous ne verrons pas. C'est l'accumulation de déchets qui correspondent à des productions d'électricité énormes. Je suis moi-même originaire d'une région minière et je vois les dégâts au paysage qu'ont fait finalement les résultats de l'exploitation du charbon qui n'ont duré qu'un temps. Et puis nous aurons le réacteur de 4e génération, Astrid, qui est conçu par le CEA pour, dans une vingtaine d'années sans doute, prendre le relais des technologies nouvelles. Astrid est une version modernisée du surgénérateur Superphénix qui a été arrêté. C'est une des rares erreurs des alternances que nous avons pu connaître. Je veux en venir maintenant au travail que le Parlement a fourni sur l'huile et le gaz de schiste. C'est le deuxième sujet de ce rapport que j'ai eu à traiter et qui s'intitule, dans le langage courant, le gaz de schiste, qui en fait
l'huile et le gaz de roche-mère. La roche produit du pétrole ou du gaz. Les Américains, je vais y revenir, le constatent. Son exploitation a été rendue possible par la technique de la fracturation hydraulique, qui a fait l'objet de bien des commentaires, de films bidonnés. Je me souviens d'un film qui s'appelle Gazland, qui résulte sans doute d'erreurs d'exploitation par des particuliers américains qui ont le droit d'exploiter leur sous-sol. Nous ne sommes plus dans ce cas de figure. La fracturation hydraulique est utilisée de façon maîtrisée dans le monde entier avec des technologies françaises, Schlumberger, avec des technologies aussi dans le domaine des tuyaux fournis par une entreprise très connue en France qui s'appelle Vallourec et qui a été interdite malheureusement en France en 2011. C'est une erreur que le Parlement a commise, un acte irréfléchi qui a rassemblé pour une fois la droite et la gauche, donc il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur tel ou tel. Et avec Jean-Claude Lenoir, quand nous avons fait ce rapport, nous avons constaté qu'il existe de réelles réserves en France, en pétrole, en gaz. En Espagne, je ne veux rien affirmer, mais il y en a probablement aussi en huile de schiste, en gaz de schiste, et chez nous, même en gaz de houille, et vous devez bien en avoir en Espagne. La fracturation hydraulique étant pour l'instant interdite, nous avons recensé d'autres procédés d'exploitation, et notamment la fracturation au propane, promue par un Américain très dynamique qui est venu devant la commission du Parlement nous expliquer sa technique. Et malheureusement, les autorités, le gouvernement, maintient en France, ce qui n'est pas prévu dans la loi d'interdiction, l'interdiction de la recherche. C'est quand même, quand on réfléchit bien, une chose ahurissante qu'au pays de Voltaire, de Descartes et de la raison, on interdise la recherche. Et la recherche aurait pour but la vérification d'éventuels gisements. L'objectif d'une exploitation de ces ressources n'est pas bien sûr, comme je l'ai entendu dire, d'encourager l'utilisation de toujours plus de pétrole ou toujours plus de gaz, mais de substituer dans notre pays, et il faudrait faire la même chose partout en Europe, des ressources nationales ou européennes, comme vous voulez, à des importations fort coûteuses et qui pèsent très lourdement dans notre déficit commercial. J'entendais parler ce matin de 20 milliards pour l'Espagne. En France, le déficit dû aux importations de pétrole et de gaz, c'est 40 milliards. Quand on sait les efforts qu'un pays, qu'un gouvernement doit faire pour grignoter quelques centaines de millions, nous avons là, non pas demain, mais disons à l'échéance de 10 ans, des économies tout à fait intelligentes. Et je veux, parlant de pétrole et de gaz de schiste, vous parler maintenant des effets géopolitiques de l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste. J'ai remis il y a peu de temps à la Commission des Affaires étrangères un rapport sur les évolutions du marché du pétrole et du gaz au niveau mondial. L'exploitation qui a été faite aux États-Unis des gaz et de schiste et des huiles de schiste ont complètement bouleversé la donne. Les États-Unis étaient réputés en difficulté. Il y a peu de temps, on va dire un peu plus d'une dizaine d'années, du fait de leur déficit en énergie, ils ont fait la preuve d'une virtuosité technique, d'un savoir-faire, et ils ont montré leur puissance économique, puisqu'en quelques années, ils ont inversé la donne. Ils sont aujourd'hui
autosuffisant en gaz, ça a été dit ce matin, un gaz 4 fois moins cher que le gaz européen et qui sera bientôt exportable par les États-Unis. Peut-être en recevrons-nous. Les États-Unis, en bons commerçants, se tournent surtout vers l'Asie, puisque le gaz est acheté par le Japon et la Chine bien plus cher, à un bien meilleur prix qu'en Europe. Et j'ajoute, pour compléter le tableau, que les États-Unis sont désormais largement pourvus en pétrole. Ce sont certes les premiers consommateurs mondiaux de pétrole, mais ils sont satisfaits par leurs ressources nouvelles aux 2/3, peut-être aux 3/4. En tout cas, quand on regarde le podium, on voit que les États-Unis sont redevenus, on n'y réfléchit pas assez, la première puissance pétrolière mondiale, au niveau de l'Arabie saoudite. Et plusieurs éléments s'imposent clairement comme des fondamentaux de la géopolitique de l'énergie. Il est clair que j'avais voulu aborder le problème du gaz et pétrole de schiste, mais on ne peut traiter ce problème sans aborder globalement le sujet du gaz et du pétrole. L'exploitation de cette ressource non conventionnelle a mis, je le répète, ce pays au premier rang des producteurs d'hydrocarbures. Ça a été dit ce matin, mais je le répète, on a longtemps vécu sur des idées du pic de Huber, du pic du pétrole, c'est-à-dire que nous serions à un moment, nous l'aurions dépassé d'ailleurs, où la production mondiale de pétrole va baisser, nous allons vers un déclin généralisé. Ces idées s'éloignent rapidement et banalisent la question des hydrocarbures. Les ressources dépendent maintenant de leur rentabilité. Et si aujourd'hui les États-Unis, le Canada, l'Australie mettent entre parenthèses la mise en exploitation de certains gisements techniquement accessibles mais coûteux, c'est parce que le revenu du pétrole a baissé. Nous sommes à environ $60 le baril au lieu de 220. Et bien entendu, il y a un effet de vase communicant. Moins le pétrole rapporte, plus les pays ou les sociétés, c'est plus exact, exploitantes vont hésiter à mettre en œuvre des recherches qui sont coûteuses. Les ressources non conventionnelles ont contribué à un fort recul. On hésite sur un chiffre. On était à $120, on est descendu à 40, on est remonté à 60. Mais ce que l'on peut affirmer, c'est que c'est une chance pour l'Europe, pour nos pays et pour le Japon. Et que ce recul des prix du pétrole met au contraire en difficulté des producteurs de premier rang comme la Russie et l'Iran. Un des effets qui a été fait l'objet de longues réflexions de la part des spécialistes de la géopolitique est la manière dont les États-Unis vont considérer l'Arabie saoudite au Moyen-Orient. Nous avons conclu avec mon co-rapporteur qu'il n'y a pas de volonté de désengagement des États-Unis de cette région du monde et qu'il serait prématuré de tirer des conclusions affirmatives disant que, au fond, comme les États-Unis n'ont plus besoin du pétrole d'Arabie saoudite, ils vont retirer leur flotte de la Méditerranée, arrêter de protéger les détroits, etc. Nous n'en sommes pas là. Mais en tout cas,
l'émergence des énergies non conventionnelles a permis de surmonter des à-coups politiques graves. Dans le passé, on avait une crise du pétrole pour une guerre. Je me souviens, quand j'étais enfant, du débarquement de Suez. Nous avons eu en Méditerranée des accidents graves. Nous avons eu des séismes géopolitiques lourds de conséquences au Japon, par exemple, l'arrêt des centrales nucléaires. Et nous avons surmonté sans difficulté tout cela. Et c'est parce que nous avions la ressource nouvelle apportée par les pétroles et gaz de schiste. Et cette nouvelle donnée a contribué à fluidifier les échanges mondiaux. Quelques mots avant de terminer sur les renouvelables. Je ne veux pas terminer ce balayage sans évoquer les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Quand on parle de transition énergétique en France, c'est en réalité cette question qui est en filigrane. J'ai cru comprendre ce matin qu'en Espagne, la transition énergétique évoquait autre chose et que chaque pays d'Europe a, au fond, une traduction nationale de la transition énergétique. La transition énergétique, chez nous, quand on vote une loi de transition énergétique, on pense surtout à faire la promotion des renouvelables. Parlons d'abord des économies d'énergie qui sont à notre portée. Les industriels ont fait les efforts qu'il fallait. Et dans ce domaine, il n'y a plus beaucoup d'économies à réaliser. C'est dans le bâtiment et le logement que réside le plus gros potentiel, à l'instar de ce qu'ont fait les Allemands, qui sont dans ce domaine exemplaires. Je ne reviens pas sur ce qui a été évoqué ce matin à propos des Allemands consommateurs de charbon, mais sur les efforts d'isolation des logements, ils sont un exemple à suivre. Mais il faut savoir que ce sera long et cher. Pour l'instant, cette politique se développe lentement en France et ne rencontre pas un grand succès chez les propriétaires immobiliers. Il reste le cas des énergies alternatives, cette fois. Nous butons sur le problème du stockage de l'énergie. Seule l'énergie hydraulique, on le sait depuis très longtemps, est stockable. La France est quasiment à son plafond en matière d'énergie hydraulique, avec une belle production de ce qu'on avait appelé en son temps la houille blanche. L'éolien et le solaire sont des énergies de complément pour des pointes de consommation, mais en plus de leur non-stockabilité, elles souffrent, l'une comme l'autre, de leur intermittence. L'énergie éolienne, je vais enfoncer des portes ouvertes, ne fonctionne que s'il y a un vent, modéré de surcroît. Le solaire, par définition, ne produit de l'énergie que le jour et plutôt dans les pays ensoleillés de préférence. Je conclus et je termine en m'excusant du caractère un peu décousu de ce propos. Je voudrais surtout faire un constat. Comme la politique de défense, la politique de l'énergie, surtout la politique nucléaire, a besoin de la durée. Le temps énergétique est un temps long. On pourrait dire l'unité de temps, c'est 50 ans. Par rapport au temps politique, qui lui est un temps court, on va dire que le tempo politique, c'est 5 ans. Il faut donc, pour cette politique, un consensus qui surmonte les aléas du calendrier sur la continuité et la fluidité des politiques suivies. Jusqu'alors, à travers les alternances en France, nous avons pour l'essentiel échappé à des coups d'accordéon et à des décisions précipitées et irresponsables. C'est un constat optimiste, mais il faut l'améliorer et sanctuariser à terme la politique de l'énergie. Je vous remercie.